Voilà, donc dernier temps fort de ces assises 2024, assises du transport et de la logistique de la FNTR Franche-Comté, après avoir vu les applications de l'IA sous la forme des matériels, sous la forme des logiciels, après avoir entendu des représentants du secteur de la formation sur l'IA, je vous propose, et puis bien entendu l'accompagnement des entreprises, et en particulier des entreprises de transport. Naturellement, je vous propose qu'on entre dans cette dernière ligne droite de ces assises avec cette conférence sur l'intelligence artificielle proposée par la société Aquantique. Et je vais donner sans plus tarder la parole à Madame Julie Z, responsable formation au sein de chez Aquantique, pour ces 40-45 minutes de conférence qui seront suivies d'une séquence de questions-réponses. Donc naturellement, vous pouvez noter au fur et à mesure du déroulement de cette conférence un point qui vous intéresse, une question éventuelle, et à ce moment-là, vous pourrez la poser à l'issue de cette conférence. Voilà, je laisse volontiers la parole à vous. Bonjour à vous. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas me représenter une énième fois, mais je tiens à présenter mon collègue Axel qui va m'accompagner ce soir sur cette présentation et cette conférence. Cette conférence est la dernière étape de cet après-midi sur l'IA et le transport de marchandises. On va vous demander encore une petite heure d'attention avant le cocktail dînatoire et les fameuses glaces à la plancha de Jean-Michel, si vous en a parlé. D'ailleurs, je voulais remercier chaleureusement Jean-Michel pour son invitation, également à la FNTR, pour nous permettre d'être devant vous ce soir. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pas un hasard, hein. C'est que durant les 7 dernières années, j'ai accompagné les entreprises du transport dans la formation de leurs salariés, puisque j'ai passé mes 7 dernières années à l'Aftral de Montbéliard. Donc c'est naturellement que j'ai contacté Jean-Michel pour pouvoir mettre nos services au profit des acteurs du transport. J'en profite également pour vous dire que toutes les tables rondes ont été enregistrées. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais il y a eu un enregistrement vidéo, mais de notre côté, on a fait un enregistrement audio. Le but, c'est de prendre tous ces fichiers audio, on va les injecter dans une IA qu'on utilise nous au quotidien qui s'appelle Lixi. Lixi, c'est un assistant de prise de notes virtuel. Lixi va nous sortir un transcript, c'est-à-dire un texte, qu'on va de nouveau injecter dans une autre IA qui s'appelle Gamma et qui va vous permettre finalement d'avoir le contenu de toutes les tables rondes de cette journée et qui sera téléchargeable via un lien qu'on vous fera sans doute passer par l'intermédiaire de Jean-Michel, je pense. Et vous pourrez comme ça garder tout le contenu de cet après-midi. On me dit que Zou, alors Zou c'est notre directeur qui doit faire la conférence, on me dit qu'il a un message pour vous. Donc je vous remercie pour votre attention et puis on se dit à tout à l'heure. Bon voyage avec nous dans l'IA. Merci Julie pour cette entrée en matière ainsi que cette introduction. Une nouvelle fois, merci également Jean-Michel et la FNTR de Franche-Comté pour nous permettre d'être devant vous ce soir et de vous parler d'intelligence artificielle. Je vais être bref et je vais vous laisser entre les mains spécialistes de mes collègues qui vont également animer cette conférence avec moi, ainsi que mon double digital qui va me remplacer le temps de vous rejoindre pour le cocktail. J'ai malheureusement un imprévu et je ne pourrai arriver à temps pour le démarrage de notre conférence. Rassurez-vous, mon double digital dopé à l'intelligence artificielle est bien présent et prendra le relais. Encore une fois, bienvenue et bravo à vous de vous intéresser à l'intelligence artificielle, qui est parfois perçue comme un domaine extrêmement compliqué, inaccessible, opaque et difficile à appréhender pour le commun des femmes et des hommes. Ma mission ce soir va être assez compliquée et remplie de challenges. J'aurai pour objectif de vous apporter plus de clarté, de compréhension et également d'éléments d'explication autour de l'intelligence artificielle. Bienvenue et c'est parti. Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que cette vidéo était un petit peu bizarre, non? Comme vous vous en doutez, ça fait un petit peu télé-achat M6, on fait des projets en 3 fois sans frais si ça vous intéresse. Plus sérieusement, elle a été entièrement générée à base d'IA.
qui est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir de quelques photos, l'IA s'est occupée de générer des gestes, de copier la voix à partir d'un court moment audio, justement, et on en est déjà là à l'heure actuelle. C'est justement d'IA que nous allons parler. On va être assez généraliste sur la présentation, on va aborder différentes thématiques, et donc Zou, malheureusement, ne sera pas présent, malgré qu'il ait dit qu'il sera là un peu plus tard. Zou ne peut pas être là parce qu'il faisait une formation à Paris, mais en tout cas, il a préparé une vidéo autour d'une thématique. En effet, j'ai préparé un petit peu en avance cette thématique. Je pense que la véritable révolution de l'IA ne réside pas dans la technologie, mais dans notre capacité à accepter que l'avenir est déjà en train de nous dépasser. Et je pense que Zou va vous le montrer maintenant. Bienvenue à cette conférence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je suis ravi de vous présenter l'agenda qu'on va suivre aujourd'hui, notamment une partie historique et généralité dans le domaine de l'IA. Ensuite, on va aborder des aspects plus techniques, des exemples dans votre vie quotidienne dont vous pouvez faire usage de l'intelligence artificielle. On va aussi parler de l'IA Act parce que je pense que ça impacte globalement tous les opérateurs professionnels, sachant que l'IA Act est en fait le RGPD de l'intelligence artificielle. On va voir quelques exemples quotidiens de l'utilisation de l'IA et puis des takeaways, c'est-à-dire des choses à retenir globalement autour de l'intelligence artificielle. Parlons de l'histoire de l'IA. Donc, je vais remonter assez loin puisqu'en fait, je vais vous parler de la première machine qui a été créée et dont l'objectif était effectivement de pouvoir simuler une addition, une soustraction en utilisant des roues dentées. Cette machine a été inventée par Pascal lui-même, le philosophe. L'objectif de cette machine a été de permettre à des gens qui n'ont aucune notion de la façon de réaliser des opérations d'addition, de soustraction, en fait, d'utiliser des roues dentées, des roues crantées, pour pouvoir faire cette addition-soustraction. Donc à l'époque, on peut se poser la question de savoir si ces premières machines pouvaient remplacer le cerveau humain, puisqu'en fait, un petit nombre uniquement de personnes étaient en mesure, en capacité, du coup, de faire des calculs. Et donc, on peut considérer que c'est la première machine qui est l'ancêtre de l'ordinateur, qui en fait était destinée à simuler une capacité humaine de calcul. Et donc en fait cette machine remonte à 1642. Je vous rassure, on va aller très très vite pour aller jusqu'en 2024. En revanche, je souhaitais simplement faire une petite chronologie de l'évolution des calculettes, puisqu'en fait après cette première machine, eh bien ils sont apparus plein de petites machines diverses et variées, l'arithmomètre, l'Aliton, le comptomètre, le comptographe, l'arithmomètre d'Oedner, des noms tout aussi barbares les uns que les autres, pour vous montrer quelque chose qui devrait faire sens pour vous, puisqu'en fait, on se rend compte qu'entre 1642 et 1810, en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'émergence technologique, et d'un seul coup, en fait, en 1851, sont apparues une multiplicité de machines capables de réaliser des calculs, toutes plus puissantes les unes que les autres. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu effectivement d'un seul coup une multiplication des technologies avec des machines de plus en plus sophistiquées, de plus en plus capables de faire de plus en plus de calculs. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose avec les technologies actuelles et la course que font nos amis les GAFAM dans la performance de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. En tout cas, toujours est-il que se pose la question de ce qu'est exactement l'intelligence artificielle. Et j'aimerais ajouter ici une petite clarification, puisqu'il y a des personnes qui effectivement parlent de technologies qui simulent l'intelligence humaine. J'ajouterai une petite nuance sur une technologie qui simule les capacités humaines, notamment de vision, d'analyse, d'expression linguistique, de reconnaissance d'objets, de déduction, de traitement, de conception, bref, tout un certain nombre de tâches opérationnelles que les gens et les hommes font aujourd'hui en fait. Donc c'est vraiment ça l'objet de la technologie de l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui simule les capacités humaines. D'ailleurs en 1956, le terme intelligence artificielle a été choisi par un consortium de scientifiques basés aux États-Unis dans le cadre d'une université américaine qui s'appelle le Dartmouth College, et ils ont décrété qu'en fait le terme le plus adéquat pour cette technologie serait
la technologie de l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, ils ont posé le premier modèle mathématique du neurone formel, qui est en fait l'élément le constituant le plus fin dans la technologie de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'IA? En fait, j'aime bien arriver sur cette synthèse globale, où en fait, on se rend compte que dans l'intelligence artificielle, nous avons différentes composantes. Nous avons les systèmes experts qui permettent en fait de gérer la connaissance. En l'occurrence, dans les années 90, ce système permettait de faire des diagnostics médicaux sur la base de symptômes qui étaient remontés par les patients. Ensuite, nous avons, toujours dans le domaine de l'IA, la technologie de traitement du langage. En fait, ce que vous voyez là dans ce graphique, c'est tous les éléments constituants qui soutiennent en fait les technologies de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez qu'en fait, l'intelligence artificielle est composée de plusieurs thématiques scientifiques, informatiques différentes. Et en fait, chacune d'entre elles est une composante qui ont été agrégées dans les derniers projets d'intelligence artificielle, notamment le traitement de la voix qui a été de plus en plus performant pour passer de la voix au texte, du texte à la voix, donc la retranscription textuelle qui auparavant était très très compliquée jusqu'à dernièrement avec l'évolution des algorithmes. On a également le traitement de la vision en fait, qui est une composante essentielle dans le domaine de l'intelligence artificielle, sans compter effectivement la planification et l'optimisation qui est aussi une branche de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine également du transport que vous devez certainement connaître. La branche de l'IA ensuite qui est un peu moins connue parce que beaucoup plus élitiste et beaucoup plus technologique, scientifique, et tout ce qui est relatif aux mathématiques statistiques, au traitement du signal, aux algorithmes complexes, au machine learning, qui sont en fait des constituants les plus fondamentaux de l'IA, c'est-à-dire que dans tout système intégrant de l'intelligence artificielle, vous avez forcément des mathématiques statistiques, des algorithmes complexes, et également potentiellement des algorithmes de machine learning en fait. Je vous ai dressé un tableau très très exhaustif. Retenez simplement que dans l'IA, nous avons de l'informatique, des maths et de la data. Simplement ça, avec des algorithmes plus ou moins complexes. Et ensuite, nos amis informaticiens, développeurs, scientifiques agrègent ces technologies comme on le ferait avec un Lego, pour produire en fait une technologie d'IA particulière. C'est le cas d'OpenAI qui a mélangé plusieurs technologies différentes, les a combinées ensemble pour faire leur secret sauce, leur sauce secrète, permettant de produire leur application de chat en ligne avec la qualité qu'on lui connaît. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui change avec l'IA? En fait, auparavant, nous avions, avant que l'IA n'apparaisse, pour habitude d'avoir des données d'entrée, un algorithme qui était créé par un informaticien sur la base des règles métiers ou des règles décrites par le métier et qui permettait d'arriver à un résultat. C'est-à-dire qu'en fait, l'algorithme, c'est un ensemble d'enchaînements d'instructions qui étaient mis en œuvre pour traiter les données afin d'obtenir le résultat qui était attendu par les gens du métier. Nous sommes ici face à un changement de paradigme complet et total parce qu'en fait, désormais, avec l'IA, on est capable de créer l'algorithme qui permet d'obtenir les résultats. C'est-à-dire qu'en fait, on va complètement repenser le système. Là où auparavant, on avait des données, on décidait ce que le système faisait et pour obtenir un résultat. Aujourd'hui, on a des données, on a le résultat et en fait, la machine, l'algorithme, va nous permettre de produire un ensemble d'instructions qui vont permettre d'obtenir le résultat. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de savoir le comment. Il nous suffit simplement d'avoir les données et les résultats pour, grâce à l'IA, produire le comment. C'est comme si, en fait, on avait découvert dans le domaine de l'informatique le GPS, puisqu'en fait, on dit où on veut aller, on dit où est notre point de départ, et en fait, la machine se charge de nous produire l'algorithme, qui est l'équivalent de l'ensemble des instructions nécessaires à la production d'un programme cohérent, complet, pour obtenir le résultat demandé par l'utilisateur. Donc ça, c'est un changement fondamental, puisqu'en fait, les enjeux ne vont plus être dans l'algorithme et les données, ils vont être dans les données d'entrée et les données de sortie. Ça veut dire que toutes les entreprises sont destinées à devenir des entreprises de données, comme ce que disait le CEO de Google. Nous sommes dans l'ère des entreprises de données, data enterprise, comme il le dirait. On a également un contexte extrêmement innovant. En 1977, on a vu l'apparition des premières interfaces, comme vous le voyez ici. En fait, c'est des interfaces qui étaient
assez primitive. Et en fait, on arrive aujourd'hui sur des interfaces beaucoup plus élaborées, beaucoup plus évoluées, où en fait, on est passé de l'interface où on avait notre souris, notre écran, notre clavier, à aujourd'hui la possibilité d'interagir avec la machine et de mener des actions en utilisant la voix, la vidéo à travers la caméra, de façon beaucoup plus naturelle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, très innovant, et qui du coup transforme complètement les usages de la technologie informatique. Et ça s'est vraiment accéléré entre 2020 et 2024. Et je ne cite pas ici également les technologies autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, dont vous avez commencé à entendre parler, avec notamment les lunettes de Facebook, de Meta, les lunettes d'Apple. Donc on a un vrai bouleversement en termes de contexte et d'interface homme-machine pour connecter l'homme en fait je dirais, à la machine de façon plus globale. Alors, le grand public ensuite a découvert, vous y compris dans l'assistance, ChatGPT. ChatGPT, pour vous donner une définition simple, c'est une technologie qui utilise les statistiques pour prédire le prochain mot d'une phrase à partir de toutes les données, c'est-à-dire toutes les phrases, et de tous les mots qu'il a pu avoir en entrée, dans la phase dite d'apprentissage. En fait, on a appelé cette technologie la technologie des LLM, les Large Language Models. Si je dois simplifier, imaginez qu'on a un système informatique qui a en entrée des milliards d'ouvrages, des milliards d'ouvrages, et que par exemple nous avons un chat est un animal, un chat à quatre pattes, un chat aime miauler, un chat aime manger de la viande, un chat aime ronronner, un chat a un pelage, un chat mange des souris, donc un ensemble de phrases qui font un certain sens pour nous, mais pas pour la machine, qui ensuite va les analyser de façon statistique, et quand elle verra se produire devant elle un début de phrase comme un chat à trois petits points, elle va naturellement pouvoir retrouver les premiers éléments les plus probables d'apparaître. Ici, par exemple, un chat aime miauler. Et quand on aura en fait des phrases qui seront à compléter, comme un chat, trois petits points, des pattes, on va pouvoir savoir que la machine va statistiquement dire, et cela va vous sembler logique également, qu'en fait un chat a quatre pattes. Et un chat aime manger de la viande ou des souris, puisqu'en fait on va avoir une probabilité, si jamais le choix de la viande n'est pas bonne, d'un point de vue statistique, ce sera effectivement au niveau des souris. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est les LLM, les Large Language Models, je voulais vous montrer un petit graphique très intéressant que vous pourrez avoir après la conférence autour de l'expansion de cette technologie qu'on appelle IA générative. Donc IA générative, rappelez-vous, c'est la technologie qui permet de générer des phrases sur la base d'un ensemble de phrases, de mots, de livres qui ont été stockés auparavant au niveau de la machine d'intelligence artificielle. Et on voit là en fait une accélération, un peu comme à l'époque, vous savez, de la pascaline, du comptomètre. Et donc il y a une sélection naturelle qui va se produire par rapport à l'utilisation des IA, par rapport à leur intérêt également dans l'usage au grand public. Et on voit ici en fait l'intérêt de ce graphique est véritablement de voir les influences de chacune je dirais, des grandes tendances dans le domaine de l'IA, notamment des IA chinoises dont on n'entend pas parler, des IA plutôt de Google, de Meta, de Facebook, de Microsoft et d'OpenAI. Je tenais à vous présenter la généalogie de la technologie de l'IA générative qui se décompose globalement en 4 branches différentes parce que chacune porte des technologies fondamentalement différentes et donc c'est des briques de Lego qui ont été créées par les GAFAM différemment en fonction effectivement de la meilleure adaptation par rapport à l'utilisation. Et on voit effectivement que la branche GPT que vous voyez à droite ici est la branche la plus adaptée à la génération de texte. Et donc effectivement c'est principalement l'arbre généalogique des technologies de l'IA générative. J'en viens maintenant à l'IA. Je ne pouvais pas ne pas parler, si je parlais de l'IA générative, de l'IA Act. L'IA Act, en fait, est l'ensemble des composantes réglementaires qui ont été posées par l'Union européenne pour réglementer l'utilisation de l'IA et prévenir les dérives de son utilisation, dont notamment, effectivement, des cas d'usage qui ont été définis par l'IA Act comme absolument inacceptables, comme par exemple la reconnaissance faciale, qui aujourd'hui aux États-Unis n'est pas réglementée, ni en Chine, ni ailleurs dans le monde. En France et en tout cas en Europe, cela a été rendu, comment dirais-je, a été considéré comme un usage interdit par
par l'Union européenne, de la même façon que le scoring sur la base d'une personne qui est identifiée nommément est également un usage interdit dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ensuite, tous les usages relatifs à un risque élevé, notamment dans le domaine de la sécurité, de la santé, des droits fondamentaux, de la justice, l'identification biométrique, ont été réglementés avec des conditions d'utilisation de la technologie pour se conformer à la doctrine européenne sur la considération démocratique et également de liberté autour de ces technologies. Ensuite, on a tout ce qui est risque limité avec des autorisations nécessaires pour pouvoir utiliser la technologie, notamment dans l'image, la vidéo, générée par l'IA, où en fait, il y a une obligation des entreprises qui utilisent ces technologies-là de notifier l'usager qu'il est face à une image qui a été façonnée par l'intelligence artificielle. Enfin, tout ce qui est caractéristique des risques faibles ne nécessite pas de déclaration préalable et particulière des entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle, en fait. Maintenant qu'on a balayé un peu l'historique, le contexte de l'IA, je vois venir, en fait, ça fait un petit quart d'heure que je vous présente des choses théoriques. Rentrons maintenant dans la pratique avec quelques éléments de démonstration que je vous propose, mais d'abord un petit tour d'horizon de tous les outils disponibles. Alors, je vous rassure, on ne va pas passer tous ces outils en revue. En revanche, ça montre vraiment que l'écosystème dans le monde de l'intelligence artificielle est véritablement dense, riche et prolifique, à tel point que on peut considérer que toutes les heures, il y a une start-up qui se crée dans le domaine de l'IA, aussi vite qu'il y a une start-up effectivement qui disparaît à l'échelle mondiale. Donc on a effectivement ici, vous avez tous les logos principaux de plein, je dirais, d'acteurs qui en fait sont segmentés par composantes autour de l'IA depuis la partie la plus, je dirais, basse, notamment le machine learning, jusqu'à la partie la plus haute et même la partie hardware en particulier qui est nécessaire à l'exécution, je dirais, de l'intelligence artificielle sur des machines dédiées et spécifiques. Vous avez également ici un prisme plus orienté fonctionnel. Donc, dans le diagramme précédent, on était vraiment sur les composantes techniques de l'intelligence artificielle. Et là, on est plus sur les composantes, je dirais, métiers, avec une décomposition où vous avez en fait par thématique, par productivité, tout ce qui est santé, par apprentissage, de l'ensemble des produits qui peuvent être utilisés ou qui intègrent l'utilisation de l'intelligence artificielle, souvent des produits plutôt américains, mais également quelques produits qui sont européens, notamment dans la prise de notes et également dans la mise en avant des marques. Ici, par exemple, on a l'ensemble des applications qui se permettent de générer des images. Ici, des applications qui permettent plutôt de créer des designs à partir d'un prompt. Je ne suis pas revenu sur cette notion de base du prompt, mais le prompt qui est en fait la phrase qu'on injecte au niveau de l'intelligence artificielle pour obtenir un résultat auprès de celle-ci. Donc en fait, GenAI Prism fait de la veille régulière sur le marché de l'intelligence artificielle selon les différents métiers existants, et c'est une belle référence pour vous permettre effectivement de faire de la veille ou de voir l'utilisation de l'IA de façon plus générale et globale. Ensuite, effectivement, comment dirais-je, on a également encore d'autres sources techniques ici. Alors, une vraie vigilance à avoir, puisqu'en fait, dans le domaine de l'IA, il y a des outils qui émergent, des outils qui disparaissent, et en l'espace d'un mois, en fait, vous pouvez très bien commencer à utiliser un outil qui, finalement, le mois d'après, n'est pas utilisable. Donc, je vous invite à une vraie prudence quand vous commencez à utiliser des outils dans le domaine de l'IA, parce qu'on n'a aucune certitude de leur pérennité, sauf bien entendu quand ils sont développés par des grands majors comme Google, Microsoft, ou encore Claude, ou d'autres acteurs, ou Meta, ou d'autres acteurs dans le domaine de l'IA. Donc là, en fait, on a une catégorisation de l'ensemble des outils par typologie, pour la génération de texte, pour le traitement de la vidéo, pour le traitement de l'audio, dont la synthèse vocale, dont vous avez une démonstration avec mon double digital que j'ai utilisé tout à l'heure. Une partie également voix, une partie prise de notes, une partie productivité, une partie codage. Donc en fait, là, on a également une liste d'outils d'intelligence artificielle, mais plus orientés techniques, notamment par rapport à ce que l'on peut faire avec, en fait. Alors là, vous avez un joli pictogramme, en tout cas un joli diagramme avec l'ensemble
comment dirais-je, l'ensemble des technologies et une stack technique. C'est très orienté technique, c'est toutes les composantes technologiques qui sous-tendent à la réalisation, ou en tout cas à la réalisation d'une application dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a un super acteur français qui est Daitaku, qui est en fait un acteur qui a permis en fait de traiter les données et de les visualiser de façon très très aisée, et qui permet de très facilement traiter les données dans le domaine de l'IA sans avoir trop de connaissances particulières, mathématiques, algorithmiques, pour les traiter. Donc je ne pouvais pas manquer de citer Daitaku, qui est dans un projet en IA un acteur intéressant. Allez, maintenant commençons à rentrer dans des choses un peu plus ludiques, dont notamment effectivement Promaï pour la création d'images, que ce soit des images de sketch, des images vectorielles, des images photoréalistes, dans le domaine de l'IA. On a également Flicky.ai, qui est une belle technologie permettant effectivement de créer une vidéo marketing en quelques minutes. On pourra, en fonction du temps qui me reste, faire une démonstration là-dessus. On a également d'autres outils comme Cut Pro qui permettent de générer directement des photos, des images à partir de photos existantes, d'effacer des fonds d'écran. On utilise également, nous, Copy.ai, qui permet en fait de générer un workflow permettant de créer de façon dynamique du contenu à destination de publication sur les réseaux sociaux, sur la base, bien entendu, d'informations, de descriptions, et de la mise en avant de descriptions produits, descriptions, je dirais, d'articles. On utilise également une autre IA qui s'appelle Lixi, qui est édité par une entreprise belge basée à Bruxelles, et qui permet automatiquement de faire des comptes rendus de réunion. Justement, au cours de notre conférence d'aujourd'hui, mes chers collègues vous en ont parlé au début, puis vous mettront à disposition le résultat de l'ensemble des enregistrements faits sur les tables rondes, puisqu'en fait, l'IA Lixi permet de synthétiser, résumer, classifier, caractériser avec un certain nombre de prompts une présentation complète, et c'est très très utilisé aujourd'hui parce que la notion de prise de notes est de plus en plus désuète, puisqu'en fait une IA va être capable de transcrire tous les différents échanges qui se passent au cours d'une réunion. Cette IA, en l'occurrence, est capable de transcrire les échanges autour d'une table de vive voix, ou plus particulièrement en visio, avec un niveau qualitatif très 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 intéressant, dépassant même celle de Microsoft. Et le petit bonus que j'aime bien citer, c'est qu'effectivement cette solution est ISO 27001, donc a un niveau de sécurité très élevé, notamment pour très élevé dans le domaine de la sécurité informatique, sachant que les données sont stockées en Europe, en l'occurrence en région parisienne. J'utilise également, et vous avez pu le voir certainement, en fait, une application de génération de vidéos, c'est-à-dire qu'en fait, AIGen est une super application qui, à partir d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio, est capable de composer une vidéo sur mesure, sur demande. Ça vous évite de perdre trop de temps dans la rédaction du texte, dans les prises de vue, et ça fait économiser un temps fou pour de vidéos explicatives, marketing, de onboarding, sachant qu'en plus on peut traduire la vidéo dans 127 langues différentes, donc on est capable d'adresser tout de suite, grâce à ces vidéos et du contenu marketing, et sans avoir à dépenser trop de moyens, des marchés internationaux. On utilise également, vous avez également l'outil Eleven Labs. Eleven Labs, c'est un outil de synthèse vocale. Vous aurez remarqué que ma voix était légèrement différente de ma voix actuelle dans la première vidéo introductive, puisqu'en fait elle a été générée à partir d'un clone de ma voix pour avoir une voix digitale facilement clonable en fin de compte. On pourra également faire un petit test sur Suno AI, suno.com, qui est en fait une super application qui permet en fait de générer à partir d'un prompt une musique complète de A à Z, composée, et qui est assez bluffante. Nous pourrons voir avec mes collègues si ils ont le temps de vous faire une démonstration live de cette super application. On a également Dora, qui est une application qui permet en fait de générer un site internet avec un prompt, de la même façon que Hostinger, et de la façon dont j'ai généré également
un site dédié à l'application, à notre conférence d'aujourd'hui, en utilisant des prompts, en utilisant l'IA, en utilisant un certain nombre d'outils. Vous avez également Delphi AI, qui est un super outil que vous pouvez utiliser pour... en fait, c'est un outil qui synthétise l'ensemble des ouvrages publics d'un certain nombre de personnalités connues, des personnalités philosophiques qui font partie de l'histoire philosophique, par exemple Confucius, par exemple même Pascal. Et en fait, vous avez la possibilité de dialoguer avec eux, sachant que vous avez une IA qui va synthétiser l'ensemble de la vision idéologique de l'avatar digital de la personne qui a été digitalisée. Donc c'est très très intéressant. Vous avez peut-être même des ouvrages ou des documents que vous avez rédigés. En fait, vous pouvez l'intégrer pour générer votre double digital avec qui les gens pourront dialoguer. Donc c'est une application assez intéressante et assez intéressante à regarder. Au-delà de toutes ces applications dans le domaine de l'IA, très concrètes que vous pouvez utiliser au quotidien et souvent avec un modèle gratuit, donc vous l'utilisez en freemium, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans un premier temps jusqu'à un certain niveau gratuitement, puis ensuite vous devez payer, mais attention, rappelez-vous de ce que je vous ai dit précédemment, aux applications qui existent en février mais qui n'existent plus au mois de mars ou d'avril par exemple. Vous avez des applications également qui sont dédiées à la possibilité de raccourcir en fait votre temps. Vous avez une super vidéo qui dure 1 heure, vous avez envie d'avoir le minimum, en tout cas vous n'avez pas beaucoup de temps pour pouvoir analyser le contenu et vous devez le faire en réunion. Avec cette application et bien d'autres encore qui existent, vous pouvez, c'est des applications spécialisées dans la synthèse et le résumé de vidéos YouTube qui sont particulièrement longues. On a également d'autres cas d'usage qu'on a identifiés qui sont par exemple la création de CV à partir de l'audio, c'est-à-dire qu'ici c'est une application qui permet en fait à partir d'un enregistrement audio de générer le CV d'une personne et également de générer des offres d'emploi, de générer les documents selon un modèle déterminé. Bref, je pourrais passer des heures, une journée entière, des jours à vous parler de toutes les technologies qu'on peut utiliser au quotidien en utilisant l'IA, sachant que les technologies principales, vous les avez déjà, c'est ChatGPT, avec le bon prompt, malgré tout. Et je vais vous faire une petite synthèse, puisque le temps m'est compté, de quelques takeaways, des choses à prendre et afin que vous partiez riche en contenu. J'espère en tout cas que ça a pu vous intéresser. La première chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est quand même que de la même façon qu'un marteau est le meilleur outil pour enfoncer un clou, l'IA est et ne reste qu'un outil. Certes, c'est un outil très puissant, il permet de résoudre des problèmes, il permet de facilement naviguer dans la connaissance, il permet également d'apprendre, et il est composé d'un ensemble d'outils avancés, évolués, puissants, se basant sur l'informatique ainsi que les mathématiques statistiques. Donc c'est un véritable outil très puissant, mais ça reste un outil et c'est vous qui maniez l'outil. Quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a une sous-estimation très très forte du vrai prix des services en ligne de l'IA. C'est-à-dire que tous les éditeurs sont dans une phase d'acquisition. Cela signifie qu'ils sont véritablement pas au niveau de prix qu'ils devraient être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous payez un service 20$, en vérité, l'éditeur perd de l'argent, mais ils sont en phase d'acquisition de marché, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Potentiellement, le vrai prix que vous paierez de ces services-là sera sur un facteur de 10 à 20, dès lors qu'ils se seront rendus indispensables. Et c'est une vraie politique dont il faut être conscient et dont il faut avoir sur lesquels il faut être très 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 prudent. La consommation énergétique de l'IA, de même, pose de véritables questions, sont des véritables sujets, puisqu'en fait, une requête d'IA générative est 10 fois plus consommatrice en énergie qu'une requête de Google. Et l'impact environnemental est également très très élevé dans l'utilisation massive de l'IA générative. Un autre point essentiel dont vous devez avoir conscience, c'est effectivement la sécurité des données. Surtout, s'il vous plaît, ne mettez au grand jamais des documents confidentiels dans le prompt d'une IA générative sous Google, sous Microsoft, sous ce que vous voulez. Soyez vigilants là-dessus et sachez bien que vous devez utiliser l'IA générative dans un environnement professionnel sécurisé par vos services IT. C'est extrêmement important, surtout à l'heure où la cybersécurité est un enjeu majeur.
On a également parlé de l'importance de la révolution de la nouvelle interface qui permet de dialoguer avec la machine beaucoup plus facilement qu'avant, en langage naturel. Donc cela a un véritable impact, un impact global qui va transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne et professionnelle. Enfin, la composition de l'IA, c'est simple, je vous en ai parlé, c'est de l'informatique, c'est des mathématiques et c'est des algorithmes très élaborés et avancés. Il n'y a pas de magie, c'est des maths, de l'informatique et des algorithmes statistiques. Les entreprises sont en train de changer de paradigme en passant, je dirais, des entreprises classiques à des entreprises qui vont être des entreprises de données. Donc l'or des entreprises et la valeur des entreprises va désormais être très 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 centrée sur les données. On a parlé également de l'IA Act européen, qui est l'équivalent du RGPD européen dans le monde de l'IA, et dont l'objectif est de préserver la vision européenne de l'IA pour ne pas se faire cannibaliser par une vision chinoise ou américaine de nos valeurs. Ensuite, un point essentiel, auparavant, on disait que souvent l'IA, avant l'IA, on disait si vous y avez pensé, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre l'ait déjà fait. Avec l'IA, désormais, nous disons plutôt, si vous y avez pensé, multiplié par 10, voire par 20, l'effet que vous imaginez, vous serez proche de la réalité. Ensuite, je voulais parler très très vite des hallucinations de l'IA. En fait, les hallucinations de l'IA sont le résultat de l'approximation de la résolution numérique qu'on lui demande de faire quand on l'interroge. En fait, c'est une machine statistique et donc elle n'a pas de résultat exact. Et en fait, ces hallucinations, on en parle ainsi pour le vulgariser, mais c'est juste une mauvaise approximation où en fait, au lieu de donner un résultat de 1, elle donne un 0,98, 0,97 qui s'approche du bon résultat mais qui est incorrect en fin de compte. Voilà, le fonctionnement du LLM, nous l'avons vu ensemble. Ça se base sur la probabilité de prédiction du prochain mot d'une phrase qui est déterminée par une machine statistique et des algorithmes avancés en fait, et qui permet de générer une réponse cohérente par rapport à votre demande initiale. L'IA comme assistance selon l'IA Act. Alors ça c'est très important en fait, l'IA Act dans la vision européenne. L'IA doit absolument rester un outil pour assister l'utilisateur et ne doit en aucun cas décider. Ce qui dans certains pays n'est absolument pas le cas, comme au Brésil, comme ailleurs dans le monde, où en fait l'IA est en mesure de prendre des décisions autonomes qui peuvent impacter directement la vie et la sécurité des gens. Donc en Europe, on considère toujours que c'est une assistance que fournit l'IA. Enfin, nous parlons également de transparence dans l'utilisation de l'IA, et notamment, je dirais, vis-à-vis des éditeurs qui ont des responsabilités dans l'usage de l'intelligence artificielle, de la même façon que vous, utilisateurs professionnels, devez citer quand vous utilisez l'intelligence artificielle dans vos documents commerciaux ou dans votre activité. Conclusion, et je terminerai là-dessus, c'est une évolution constante dans le domaine de l'IA. Il y a un équilibre éthique qu'on essaie de chercher, qu'on essaie de trouver en Europe, avec une régulation nécessaire, sachant qu'effectivement l'avenir de l'IA est très prometteur, mais présente effectivement de nombreux défis. Merci encore beaucoup pour votre attention, et je vais laisser à mes collègues le soin de dérouler la suite de cette conférence, et encore merci beaucoup. Ok, bon. Merci, on lui transmettra du coup. Bon, je sais bien que c'est pas forcément le plus captivant quand on a une vidéo comme ça, on s'est un petit peu adapté. Je pense que le principal à retenir là-dessus, c'est plutôt de voir l'immensité des outils existants et d'imaginer ce qui est capable de faire maintenant en agrégeant ces différents outils. On parlait de cybersécurité tout à l'heure, vous étiez impressionné de voir qu'on peut copier la voix. À l'heure actuelle, quand vous laissez votre voix sur votre boîte de messagerie de téléphone, 10 secondes suffisent pour copier votre voix. Il y a déjà eu des arnaques dans d'autres sociétés où on s'est amusé avec des deepfakes et des deep voice, donc une fausse image et une fausse voix, à extorquer de l'argent à des sociétés auprès d'acteurs qui n'étaient pas informés. C'est pour ça qu'il a mis beaucoup d'outils, mais je pense que vous voyez aussi que c'est un passionné. On avait prévu un caout, mais je pense que ça va finir de vous plomber avant le cocktail et c'est pas le but. Donc, un caout directement ? Bah alors, petite question-réponse quand même avant, non ? J'ai entendu des questions super intéressantes tout à l'heure. Peut-être que je peux vous apporter une autre vision, peut-être projet ou autre, sur les questions que vous êtes posées. Je pensais aux matières de formation, notamment. Formation sur les outils d'IA. Alors, comme j'ai pu en discuter tout à l'heure, pour moi, la formation ne sera pas vraiment un sujet pour vous. Pourquoi ? Parce que vos fournisseurs d'outils s'occuperont eux-mêmes d'implémenter l'IA dans les outils que vous utilisez au quotidien.
Vous allez juste vous adapter aux nouvelles fonctionnalités de votre propre outil. Ce n'est qu'un exemple, mais bien évidemment, je suis ouvert aux autres questions si vous avez des questions. J'ai une question. Oui, dites-moi. Je suis patron d'une entreprise de transport. J'ai mon idée développée, comme on disait, d'un point de vue informatique, une macro. Comment je fais? J'achète les droits sur ChatGPT. Comment je fais? Ça va dépendre de ce que vous voulez faire surtout. Je pense qu'il y a plusieurs problématiques et plusieurs difficultés quand vous souhaitez mener un projet d'IA à votre propre compte. Le premier, c'est un problème autour de la donnée. Déjà, il faut voir comment votre donnée est présente chez vous et la qualité de cette donnée, qui est une notion essentielle pour l'IA, comme vous avez pu le voir. Le second problème, c'est l'état de votre infrastructure informatique. C'est bien beau d'apporter une solution d'IA, mais en fait, cette solution d'IA, elle va avoir besoin d'évoluer constamment. Il faut que votre infrastructure informatique soit prête à accueillir une solution d'IA et à se nourrir de la data que vous générez au quotidien. Une autre problématique que vous allez rencontrer forcément, c'est une problématique technique. Donc ça peut être en termes de coûts, forcément, pour entraîner cette IA. Zou parlait notamment des coûts cachés. Je tiens vraiment à souligner que ces coûts vont augmenter, il ne faut pas rêver. À l'heure actuelle, c'est vraiment une phase d'acquisition de marché. Demain, vous voulez entraîner une IA. Si vous l'entraînez, déjà, je pense que vous n'avez pas les serveurs pour pouvoir entraîner un modèle d'IA peut-être un peu trop volumineux. Mais si vous utilisez le cloud, ce sera encore pire à terme. Donc il y a une maîtrise de coûts et je pense, pour terminer, la dernière notion qui est vraiment essentielle et qui pose le plus gros problème, je pense, sur des projets que j'ai pu mener, c'est le fait que des projets en IA sont transverses au sein des structures. Vous avez besoin... Alors la plupart du temps, les sachants en IT ne vont pas connaître votre métier. Par exemple, je m'étais un petit peu renseigné, j'en discutais avec monsieur tout à l'heure, sur le métier du transport que je connais un petit peu moins, je suis allé voir des cas d'usage. La principale difficulté que vous allez avoir, c'est que les sachants en IT, ne connaissant pas votre métier, ils ne peuvent pas vous apporter des cas d'usage. Si vous-même, vous n'avez pas étudié les opportunités que l'IA peut créer dans votre business, vous pouvez aller voir n'importe quelle structure, elle va vous sortir un projet bullshit qu'elle a sorti déjà à 15 personnes. Donc là-dessus, c'est vraiment un travail conjoint, j'ai envie de dire, entre les acteurs du monde de l'IT et vous, professionnels métiers, qui gardez la maîtrise de la compétence fonctionnelle, j'ai envie de dire. Au sujet des infrastructures, ça veut dire investir. On parlait des data centers, mais ça veut dire aussi le cloud, ça veut dire créer son propre cloud. Ça peut se concevoir pour pouvoir, vous avez dit tout à l'heure, lancer ou entraîner l'IA. Alors, ça va dépendre de... Alors voilà, ça va dépendre de quel modèle vous allez vouloir, quel modèle vous allez rechercher à faire. Pour un modèle comme un ChatGPT, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que les modèles de traitement du langage naturel à l'heure actuelle ont besoin d'un volume de données beaucoup trop important pour pouvoir entraîner son propre LLM à la maison. C'est impossible. Par contre, sur des modèles peut-être prédictifs, je pense notamment à un projet qu'on a mené, une IA de suggestion de produits promotionnels dans le milieu de la parapharmacie. C'est parfaitement possible de déployer un POC sur ce type de projet. À partir du moment où vous avez identifié la data, identifié le cas d'usage qui fait sens fonctionnellement, vous pouvez développer ce type de modèle ou le pré-entraîner, en tout cas dans une première phase chez vous, pour voir si c'est pertinent ou non de le faire. Vous avez, par exemple, Zou a parlé de Dataiku. Il faut savoir que sur Dataiku, vous pouvez avoir de la visualisation de données qui est extrêmement pertinente, mais en plus de ça, il vous propose un accompagnement justement dans la création de votre modèle où vous pouvez tester différents algorithmes. C'est tout simplement des algorithmes statistiques qui se contentent de recouper des données. Vous pourriez le faire avec votre cerveau humain, mais je pense que ça vous prendrait un temps fou d'analyser ces différentes données. Il y a des algorithmes qui existent pour rapprocher des données entre elles, voir les plus proches voisins, etc. Et vous pouvez utiliser ces algorithmes déjà établis pour sur vos données et voir ce que ça donne après. Donc là, il faut quand même des compétences techniques que je n'ai pas. Donc si vous voulez creuser un peu plus, je vous donnerai la carte de Zou, vous le verrez en physique, ce sera quand même plus sympa. Des demandes de prise de parole pour nos deux conférenciers représentant la société Aquantique sur cette thématique de l'IA. Moi, une question que je trouve super intéressante, ce serait plutôt de savoir dans un premier temps où vous en êtes, vous, avec l'IA. C'est-à-dire, est-ce qu'actuellement, vous utilisez ChatGPT pour jouer et vous êtes un peu à l'écoute de ce que vos partenaires et fournisseurs de solutions SaaS ont à vous proposer comme gadget IA, j'ai envie de dire, parce que la plupart du temps, ce sera du gadget si ce n'est pas adapté à vous.
Ou est-ce que vraiment vous commencez à avoir une vraie réflexion, qui était d'ailleurs le but de cet échange, sur les utilisations? Oui. Bon, je sais pas, j'en parlais tout à l'heure, donc je vais continuer de parler. Allez. Je Je me sentais un peu seul, donc merci. pense que vous avez dit un truc super important. L'IA repose sur des datas qui sont ordonnées. Et ça, il faut avoir ça dans la tête, c'est-à-dire sous le même format, au même endroit. Je ne vais pas parler de technique, parce que c'est vraiment pas mon rôle. Moi, pour l'entreprise que je dirige, je m'appuie sur des data scientists qui ordonnent la donnée, qui la récupèrent, qui la fiabilisent, qui la sécurisent. Voilà. Et avant de vouloir passer, alors je parle pas de. Tout à l'heure, je parlais de ChatGPT ou voilà. Copilot, je parle pas de ça parce que ça c'est plutôt amusant, c'est faire un courrier rapidement, c'est faire à partir d'un PowerPoint compte rendu de réunion rapidement, c'est faire les comptes rendus de visio qu'on peut faire assez rapidement, c'est des gains de temps, c'est accessible à tout le monde, nonobstant un abonnement c'est vite accessible, mais vraiment, et il y a un enjeu, je crois que je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste dessus, l'enjeu il est de data. Dans le transport, on a des données de nos camions, de nos clients, de nos conducteurs. Enfin, on a un tas de données qui ne sont pas remises au même endroit sous la même forme, donc qui sont traitées souvent par des logiciels, applications de nos fournisseurs qui traitent une partie de nos données. On le voit pour nos camions connectés, l'entretien prédictif, la gestion des heures par notre logiciel de gestion des heures, notre TMS sur les tournées, etc. Chacun en a un petit bout et gère la data. Un des enjeux, c'est de remettre la data sous la même forme, je pense, au même endroit, avant d'arriver qui va produire ce qu'on peut lui demander. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse. Je suis 100% d'accord et j'ai même un exemple par rapport à un projet où, pour reprendre le projet de pharma par exemple, on avait des données avec des catégorisations de produits qui étaient laissées libres, c'était des champs libres que les pharmaciens pouvaient remplir eux-mêmes. Si le champ est libre et que les pharmaciens peuvent remplir eux-mêmes, je vous laisse un petit peu imaginer ce qu'on peut retrouver dans cette catégorisation. Rien que ça, c'est le travail des data engineers, comme vous l'avez très bien souligné. C'est essentiel à n'importe quel projet. Avant même de se dire « Ok, j'ai envie de me lancer là-dedans », si vous n'avez pas de la donnée claire et standardisée, j'ai envie de dire, vous n'arriverez à rien et vous ne pourrez pas avancer dans cette thématique. Donc l'investissement se fait d'abord par une préparation donc, de l'infrastructure, de vos data, de la récupération de vos data. Et beaucoup de données n'est pas exploitée, beaucoup de données est perdue en fait, au fil de l'eau, avant même d'arriver sur la création d'un projet d'envergure, j'ai envie de dire. Et juste pour nuancer rapidement, on parlait de ChatGPT un peu comme un jeu pour faire de la proposition commerciale et tout. Je vais même le relier avec la thématique de formation. Moi, ChatGPT, je le vois comme un magnifique outil de recherche documentaire. C'est-à-dire que moi, il y a 2 ans, pour moi, l'informatique, c'était des sites internet. J'ai une formation en droit et après, j'ai fait une alternance en commerce. Par contre, grâce à ChatGPT, à force de me nourrir de vocabulaire et d'échanger avec des sachants, en fait, je me retrouve à pouvoir poser des prompts, poser des questions pertinentes, et l'IA peut me donner des infos auxquelles j'aurais pas eu accès sauf en lisant 300 pages d'un bouquin, quoi. Et je pense qu'à un moment, pour relier la formation, et ce sera peut-être un clin d'œil à tous les étudiants qui sont là, n'attendez pas qu'on vous forme pour passer sur ces technologies. En IT, il y a beaucoup de gens qui s'auto-forment énormément. Et je pense que en fait, la clé, la valeur que vous aurez, on parlait de valeur par rapport aux outils, ce sera de savoir utiliser l'outil et l'exploiter pour vous améliorer dans votre expérience professionnelle. Mais n'attendez pas qu'on vous forme. Je pense que c'est perdu d'avance. Et pas que les étudiants, bien au contraire, même vous, bien sûr, bien sûr. Non, attention, ça permet d'avoir une veille constante et d'ouvrir vos horizons. Enfin, demain, vous connaissez rien dans le juridique. Vous pouvez maintenant prendre je sais pas, vous recevez une information, une loi ou peu importe ce que c'est. Vous pouvez la prendre, l'intégrer directement avec un fichier PDF dans votre ChatGPT et questionner ChatGPT sur ce domaine. Et le juridique, quoi de mieux que le juridique là-dessus pour faire ça, étant donné que tout est purement sémantique. C'est des tournures de phrases et une compréhension globale. Ça, ChatGPT est très fort pour le faire. Et vous pouvez être un novice en droit et avoir une pré-idée. Alors, plus vous vous y connaissez, plus vous avez un vocabulaire pertinent, plus vous allez mettre un mot-clé qui est cohérent, plus l'IA va vous apporter une réponse efficace.
Marjorie Estrade, ou l'associé de Marjorie Estrade. Merci de vous représenter. Oula mince, j'avais oublié qu'il y avait des avocats parmi nous. Pour rebondir sur ce sujet, effectivement, ça apportera peut-être un début de réponse, mais il faut aussi se comprendre qu'une réponse juridique, ça s'analyse au regard du contexte global, à la fois des décisions au niveau européen, au niveau des jurisprudences, au niveau de l'appréciation de la loi, et surtout comment le texte a été conçu. Souvent, nous, par exemple, on va se retrouver face à des problématiques notamment en fiscalité, sur l'application d'un texte. Ce qu'on fait, et ça je ne pense pas que ChatGPT aille le faire, en tout cas le fasse, c'est qu'on va remonter tous les travaux parlementaires pour dire bon, le texte a été conçu de telle façon, et c'est comme ça qu'on doit l'appliquer. Donc l'IA nous paraît être un outil aussi pour nous en tant que juristes, parce qu'on a aussi des IA dans des domaines juridiques sur des dispositions bien particulières, mais il faut aussi quand même toute raison garder, ne pas dire que tout le monde pourra devenir un juriste ou apporter une réponse claire sur un point précis. Tout à fait. Et justement, je pense que vous faites bien de préciser ça, et c'est justement pour ça que j'ai dit que vous seriez un novice dans le domaine. Je pense qu'on parle de sens de la loi, et vous analysez bien souvent la jurisprudence, parce qu'une loi n'est qu'une condition générale, la jurisprudence est une application au cas d'espèce. Et les jurisprudences peuvent évoluer en fonction les jurisprudences évoluent au fur et à mesure du temps. Mais vous, par exemple, en tant qu'expert, vous pouvez vous servir d'un chat GPT avec le bon prompt, la bonne connaissance du texte de loi pour lui demander, par exemple, dans un premier temps, de vous extraire les dernières jurisprudences. Alors sur ChatGPT, on a quand même commencé à regarder ça au cabinet. On s'aperçoit que c'est beaucoup de belles formes, mais quand on gratte à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui sort. Sur le fond, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, il existe sur des revues juridiques des IA spécifiques sur le revue juridique, qui vont permettre notamment d'aller chercher les jurisprudences les plus pertinentes ou rechercher sur des procédures dont on n'a pas l'habitude de faire, notamment des questions en droit des sociétés, la déshérence d'un associé. C'est pas quelque chose qu'on va rencontrer tout au quotidien, et il va vous donner, par exemple, la méthodologie, les modèles de PV, mais qu'il faut adapter, bien entendu, aux clients. Mais, donc l'IA va me faire gagner effectivement du temps pour la profession, et on ne peut pas travailler contre l'IA, mais il faut travailler avec l'IA, mais on ne peut pas non plus se baser que sur ça. J'ai envie de vous dire merci, parce que vous venez de montrer à tout le monde que l'IA ne nous remplacera pas. Oui, c'est ce qu'on pense, mais par contre, ça va nous aider. C'est un peu, on le conçoit aujourd'hui comme l'évolution qui a pu avoir lieu avec l'arrivée des ordinateurs, l'arrivée de l'Internet et aujourd'hui l'arrivée de l'IA. Et il faut quand même bien former les praticiens à l'utilisation de l'IA, c'est très important, mais aussi qu'ils n'oublient pas qu'il y a quand même une base en droit qu'il faut bien connaître. On ne deviendra jamais expert, et je suis d'accord. Et merci pour cette précision, et peut-être que j'ai pas assez nuancé mon propos là-dessus. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On ne remplacera pas des experts techniques avec de l'IA. Vous pouvez demander à votre IA de vous analyser un texte, vous n'aurez pas la substance de la loi. Vous pouvez demander à une IA de développer une ligne de code. Il y aura ce qu'on appelle des anti-patterns, ou en tout cas des répétitions de schémas qui ne sont pas bons, et vous ne serez pas développeur. Le président de la FN Bourgogne. Juste une remarque. Moi, je suis rassuré, l'IA transportera pas. Donc demain, on aura encore un métier. Et on revient sur l'essentiel, sur nos métiers qui servent à quelque chose. Non pas que les autres ne servent pas, mais demain, on continuera de transporter notre vrac, nos palettes et nos liquides avec nos camions. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait, c'est vrai. Et là-dessus, il y aura... Mais il y a une évolution quand même. Il me semble qu'Amazon ont développé leur gros drone capable de porter plusieurs tonnes ou je sais plus quoi. Bon, on attend encore de les voir. Sujet peut-être sensible dans cette assemblée, je ne sais pas. Ouais, alors, comme le dit Xavier, on a des fusils. Donc, les drones, on va s'en occuper. On fera confiance à nos amis en juridique pour interdire les vols. Et Amazon est adhérent, FNTR. Donc on lui expliquera la bonne route à suivre. Parfait. Et inclure nos bons transporteurs locaux. Juste je rebondis, effectivement, quand vous appelez la FNTR, c'est pas une IA qui vous répond, rassurez-vous. Pas encore. Il est 19h, Jean-Michel, on a le temps. Il est... Oui, on a encore un petit peu de temps si vous voulez. Non, les gens sont intéressés, profitons-en, posez des questions. Oui, je pense que ça les captive plus que les 32 minutes de vidéo. Non. En tout cas,
Voilà, pour nuancer un petit peu, c'est un outil, je reprends l'image du clou, elle est simplissime, mais elle est magnifique en même temps. C'est un outil. On peut pas vivre sans. La calculette, je pense que tout le monde a la calculette. Le téléphone, vous en avez tout ça dans la poche. L'ordi, vous l'avez tous utilisé. Il n'y a pas de Matrix ou de Minority Report jusqu'à maintenant. On ne va pas avoir une IA qui va tous nous dominer. Utilisons les outils à notre disposition. Et justement, peut-être, dégageons du temps, ou dégagez du temps. Je ne suis pas patron, mais je pense qu'il y a des patrons ici. Dégagez du temps à vos salariés. Libérez-les de la charge mentale. Le but n'est pas de supprimer des postes. Le but est de laisser aux gens le temps de vivre, peut-être le temps d'avoir un peu moins de pression, peut-être de diminuer des burn-out sur des postes un peu clés. En fait, il faut plutôt réfléchir à comment on a envie d'utiliser cet outil, plutôt que de se dire c'est bien ou pas bien. Des demandes de prise de parole, des questions ou un témoignage. Où en êtes-vous de l'IA au sein de votre organisation? Monsieur, merci de vous présenter. Oui, Iveco Besançon. Nous, on a développé, en fait, on parlait de prédiction cet après-midi, donc on a développé, nous, en fait, un outil autour de la prédiction de renouvellement d'achat. Donc, en fait, on part d'une base de données qui est un parc circulant. Bon, bah, ça, tous les constructeurs l'ont. Donc, parc circulant qui est avec les nouvelles immatriculations tous les mois, qui a acheté quoi, comment, pourquoi, voilà. Et de ça, en fait, on a construit un modèle qui apprend en plus de ses erreurs et qui va chercher en fait à définir une prédiction de renouvellement de matériel. Donc basé sur en fait le taux de renouvellement du client considéré, le nombre de fois qu'il achète par année, par 2 années, par 3 années, le nombre de véhicules qu'il achète, et on arrive à un scoring en fait de chaque typologie de client, qui ensuite est passé dans un filtre par typologie de métier. Et donc, ça nous permet en fait de générer des scores et d'envoyer automatiquement en fait aux commerciaux 7 touches par jour sur leur boîte mail qui sont 7 clients potentiels susceptibles de renouveler du matériel. D'accord ? Et ensuite, le commercial lui fait son dicte en fait sur son téléphone portable, son compte rendu d'activité, que ChatGPT effectivement transforme en texte. Il met, je dois rappeler le client le 2 novembre prochain, donc il va intégrer directement dans son agenda Outlook, rappeler tel client pour le 2 novembre. Donc tout est géré en fait en automatique. Ensuite, il fait le report d'activité, il fait le reporting d'activité pour le directeur commercial. Et ensuite, on n'a plus qu'à intégrer ça dans le CRM en automatique. CRM du constructeur. Okay, donc en fait, on est passé effectivement d'un temps de traitement de plusieurs heures par semaine à un temps de traitement de quelques secondes ou quelques minutes. Donc on a gagné du temps. On a gagné du temps. Et effectivement, dans le modèle de prédiction, on prévoit mieux parce que comme par hasard, quand on envoie des touches au commercial, eh ben, 3 fois sur 7, il y a déjà des devis en cours. Donc ça veut dire que quelque part, la prédiction, elle n'est pas si mauvaise que ça. Voilà. Magnifique exemple. Et l'outil, en plus, lui, en fonction des retours du commercial, analyse effectivement les motifs de refus pour corriger son modèle derrière et s'améliorer tout autour, enfin, au fur et à mesure d'améliorer le filtre et la pertinence en fait, de la prédiction de renouvellement. Et je suppose que vous n'avez pas viré de commerciaux depuis que vous avez fait ça. Non, non, embauche. Voilà, je pense qu'on a un magnifique argumentaire par l'exemple ici. Et je tiens aussi à nuancer l'IA. Je pense que depuis ChatGPT, il y a eu une explosion autour de tout ça. L'automatisation est une forme d'IA. Déjà, hein, on n'a pas besoin d'avoir le méga modèle ultra développé. Enfin, tout ce qui est intégration dans le CRM automatique, des tests automatisés, une analyse de marché, l'automatisation est de l'IA. Hein. Automatiser vos process va dégager du temps à vos collaborateurs. Et je pense que pour être commercial également, ces commerciaux doivent être très contents de ne plus avoir à faire de la prospection à l'aveugle et doivent être contents aussi de rapporter du deal. Et du coup, du deal, ça leur libère l'esprit. Et libère l'esprit, ils sont plus motivés. Et du coup, vous recrutez mieux. Enfin, c'est comme ça qu'après, vous allez faire une réaction en chaîne, j'ai envie de dire. Merci pour cet exemple. Merci beaucoup à vous pour Avec grand l'intervention. plaisir. Merci Merci à Réseau vous également pour nous. l'invitation. Merci. Merci à vous pour votre présence. Et bien effectivement, comme l'a dit Axel, on vous invite à participer au cocktail maintenant qui vous attend. Et merci encore.